Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Nous sortons des murs de Matin Libre pour retrouver notre invité d'aujourd'hui. Nous parlerons de diplomatie, de relations internationales et bien d'autres choses. Il nous fait l'honneur donc d'accepter notre invitation et puis nous le retrouvons. Il s'agit de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, du professeur Théodore Hollo. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Cher professeur, la première question, pour un État comme le nôtre, quelle place occupe la diplomatie? Quelle place occupe la diplomatie? Le monde est global, nous devons être présents sur la scène internationale pour défendre nos intérêts ou faire la promotion de nos intérêts, d'où l'utilité de la diplomatie. Ce qui voudrait dire que nous devons pouvoir être présents sur la scène internationale, soit par la représentation diplomatique, la présence d'ambassadeurs, soit par la participation à des conférences, à des congrès, pour faire connaître notre pays, nous faire des alliés, puisque aucun État aujourd'hui ne peut vivre seul. Très bien. Déjà, quand on prend du recul durant ces 9 dernières années, quel regard portez-vous justement sur la diplomatie béninoise? Oh, vous savez, hein, tout dépend des intérêts de chaque État. Il y a, par exemple, quand vous prenez la Grande-Bretagne, quand vous prenez les Pays-Bas, quand vous prenez la Belgique, concernant le Bénin, vous avez leurs ambassadeurs ici pour les Pays-Bas et pour la Belgique, mais qui couvrent, en ce qui concerne la Belgique, également le Togo, et qui couvrent, en ce qui concerne les Pays-Bas, le Cameroun, le Gabon. Ce qui veut dire que nous pouvons avoir des représentations diplomatiques avec un État sans avoir nécessairement une ambassade physique sur son territoire, mais un ambassadeur peut être dans un État et couvrir les intérêts, défendre les intérêts de son pays dans d'autres États. La Grande-Bretagne n'a pas d'ambassadeur ici et pourtant nous avons des relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. Notre ambassadeur en France à l'époque couvrait et aussi bien la Grande-Bretagne, l'Italie et autres. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir dans les différents pays du monde une représentation diplomatique. Nous devons pouvoir sélectionner en tenant compte de nos moyens et de l'importance de nos intérêts dans ces pays. Il y a des pays où nous devons pouvoir être nécessairement présents. Il y a des pays où nous pouvons être représentés par une ambassade, mais qui n'est pas un ambassadeur résident. Très bien. Quand on voit un peu le voisinage du Bénin, les relations, ça devient de plus en plus difficile. Déjà, quelle est l'appréhension que vous avez? Je n'ai pas le sentiment que nous avons des relations difficiles dans notre environnement. Le principal partenaire, je pense que c'est le Nigeria. Et nous avons d'excellentes relations avec le Nigeria. Nous avons une ambassade au Nigeria et le Nigeria aussi a une ambassade au Bénin. Et vous voyez que la libre circulation entre le Bénin et le Nigeria se fait. Quand on va à Craquer, on n'a pas l'impression qu'il y a une frontière physique entre les deux États. Et les relations entre les chefs d'État, entre les commerçants, me paraissent excellentes. Avec le Togo, nous n'avons pas de tension. Mais par contre, avec le Burkina Faso et le Niger, qui sont des régimes quand même militaires, qui ont créé l'Alliance des États du Sahel, il y a des difficultés par rapport au Niger. Le port de Cotonou était le port naturel du Niger. Le Bénin a ouvert ses frontières après le coup d'État, après la condamnation par la CEDEAO, condamnation qui est conforme aussi bien au texte de la CEDEAO qu'au texte de l'Union africaine qui interdisent les régimes issus de coups d'État. Après cette interdiction, après cette fermeture de la frontière, les commerçants nigériens sont obligés de faire passer leurs produits par le port de Lomé, mais produits qui ne vont pas directement au Niger, qui doivent d'abord traverser le Burkina Faso avec l'insécurité qui s'y développe à telle enseigne que le syndicat des transporteurs du Niger ont eu à demander l'ouverture de la frontière contre des risques qu'on porte de transit par le Togo. C'est une réalité. Et je pense qu'avec le Burkina Faso, nous n'avons pas les mêmes facilités par rapport à la lutte contre les djihadistes, dans la mesure où nous ne pouvons pas poursuivre les djihadistes qui viennent sur notre territoire, sur le territoire du Burkina Faso. Or, les djihadistes n'ont pas de frontières. Ils traversent quand ils veulent, mais nous ne pouvons pas les traverser
pour les combattre. Cela pose un problème pour la sécurité dans la région. Ben, je crois que ce n'est que passager, puisque de part et d'autre de ces frontières, au Niger, comme au Burkina Faso, c'est le même peuple. Et comme je le dis souvent, la seule constante de la géographie, c'est la seule constante de l'histoire, oui, c'est la géographie. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous parlons les mêmes langues, c'est la colonisation qui nous a divisés. Ce n'est qu'un moment dans l'histoire de nos relations. Or, notre histoire, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. Pour l'éternité, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il y aura une solution pour faciliter les échanges entre les populations qui se situent de part et d'autre de la frontière. Il semble que véritablement les États n'arrivent, ou du moins les dirigeants des deux États notamment, donc du Niger et du Bénin, n'arrivent pas à trouver le mode opératoire pour quand même arriver à ouvrir la frontière donc du Niger. Qu'est-ce qui bloque fondamentalement cela quand on se réfère même dernièrement aux récents propos donc, du général Tiani qui estime que le Bénin doit dénoncer l'accord militaire avec la France? Écoutez, je pense que chaque État est souverain. Le Niger a le droit, si tel est son intérêt, de dénoncer ces accords avec la France, avec les États-Unis, avec l'Allemagne. Oui. Mais le même Niger a ses désaccords avec la Russie. Et je pense que Africa Corse, qui remplace les troupes de Wagner, sont maintenant présents, est actuellement présent au Niger, au Mali, au Burkina Faso. De quel droit le Niger va demander au Bénin de rompre des relations avec notre État? Chacun se détermine par rapport à ses intérêts, comme le Bénin ne peut pas demander au Niger de rompre des relations avec la Russie. Si tel est l'intérêt du Niger, nous n'avons rien à y voir, nous devons pouvoir nous accommoder de cette situation. Et je ne sais pas en quoi est-ce que nos relations avec la France peuvent gêner le Niger quand j'entends dire que les djihadistes... Il y a un plan de déstabilisation que les djihadistes viennent du Bénin, alors que nos soldats sont tués par le même djihadiste que nous ne pouvons pas poursuivre de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'un président l'a dit que moi, personnellement, je vais prendre ça comme argent comptant, comme une vérité. Comme montre le plan de déstabilisation, comme montrent les soldats français installés ici qui ont traversé la frontière du Niger pour aller combattre le Niger, là je serai convaincu. Mais tant que ce n'est pas le cas, vous me permettrez de ne pas croire en cette version qui justifie une position qui est intenable. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État estimaient qu'il fallait nécessairement combattre les djihadistes. Et si vous suivez l'actualité, vous constatez que depuis leur arrivée, ils n'ont pas évolué par rapport à la situation que connaissait le Niger du temps de Bazoum, où le pays était plus ou moins sécurisé. Maintenant, les djihadistes sont un peu partout, au Mali, au Burkina Faso, malgré la présence des troupes de Wagner. Je crois même qu'il y a des prisonniers Wagner qui sont montrés au Mali pour montrer que malgré la présence des étrangers, il y a toujours l'insécurité. C'est la coopération entre nos États, permettre que nous puissions franchir nos frontières respectives pour combattre le djihadisme qui nous permettra de régler ce problème. Ce n'est pas avec le partenariat avec des étrangers qui ne viennent que pour satisfaire leurs propres intérêts, parce qu'aucune nation n'a d'amis, elle n'a que des intérêts. Très bien. Et est-ce que le Bénin a fourni tous les efforts pour qu'il y ait ouverture de la frontière? Je pense que le principal effort, c'est l'ouverture de la frontière. Et je crois que le Bénin a ouvert la frontière de son côté. Je crois que les chefs d'État, les anciens présidents de la République, Yahi Boni et Soglo, ont fait la démarche d'aller voir le président Tiani. Ce sont autant d'initiatives qui méritent respect, à mon avis. Nous avons les élections qui se pointent à l'horizon, les élections générales. Est-ce que les partis politiques qui devront affronter ces échéances devraient déjà intégrer dans leur projet de société, bien évidemment, ces questions-là, parce que ça demeure tout de même? Oui, les questions d'insécurité doivent être prises en compte. J'ai dirigé une mission de l'Union africaine il y a 2 semaines au Cameroun. J'ai évoqué le problème parce que vous savez que dans l'extrême nord du Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a les anglophones qui sont en situation de rébellion par rapport à la suppression, à la dissolution de la fédération du Cameroun. Il faut donc prendre des dispositions pour que le vote soit sécurisé dans ces zones. Déjà en 2018, avec l'OIF, j'étais au Cameroun. Dans ce cadre également, les réfugiés qui sont venus de ces zones et qui sont installés dans d'autres régions,
par rapport aux circonstances dans lesquelles ils se sont inscrits, comment faire pour les enregistrer dans leur nouvelle circonscription pour qu'ils puissent voter. Au Cameroun, on m'a rassuré que des mesures sont prises pour garantir la sécurité des bureaux de vote. Peut-être qu'il faudrait les déplacer à des moments donnés. Vous avez vu qu'il y a eu le tour cycliste au Bénin, que je vois que cela a commencé à Niki Oui. au nord. Il n'y a pas eu d'incident. J'espère qu'on prendra des mesures pour que les citoyens puissent que les partis puissent librement faire campagne dans des zones sécurisées et que les citoyens puissent normalement aller accomplir leurs devoirs. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suppose que le ministère chargé de l'Intérieur et de la Sécurité étudie la question pour que le vote se passe dans de bonnes conditions ou au besoin, s'il faut déplacer des bureaux, qu'on y pense également pour que les citoyens de ces zones puissent également exprimer leur choix par rapport à ceux qui seront appelés en leur nom à diriger le pays pendant au moins 5 ans. Est-ce que pour lutter contre le djihadisme, le terrorisme au Nord Bénin notamment, est-ce qu'il faut une synergie d'action entre l'armée et par exemple les Peuls? Parce qu'il y a certains observateurs qui Je ne voudrais pas qu'on dise entre l'armée et les Peuls, c'est comme si c'est les Peuls qui sont là-bas du problème. Qu'est-ce qui fait que les jeunes dans certaines régions sont attirés par les propositions des djihadistes? C'est parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, donc il n'y a pas de possibilité d'épanouissement. L'État peut donc faire un effort pour qu'il y ait cette structure également qui permette aux citoyens de vivre décemment et de vivre librement. Cela ne concerne pas uniquement les Peuls, mais ça concerne également tous les jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'autre possibilité que d'accepter le peu d'argent qu'on leur propose pour pouvoir survivre. Donc je pense que c'est une politique sociale qu'il faudrait également mener à ce niveau pour qu'ils se sentent concernés par la stabilité, la sécurité dans leur pays qui leur garantit le bien-être. Est-ce que c'est la meilleure solution? C'est la seule qu'on pourrait explorer? Ça fait partie des solutions parce que la solution ne peut pas être exclusivement sécuritaire. Il faut penser également au social, il faut penser aux intérêts des populations. Se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces populations sont attirées par les propositions des djihadistes. Il ne faut pas que ces populations se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Il faut qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes obligations, les mêmes devoirs que les autres citoyens. C'est en cela qu'il faudrait également les écouter. Je pense qu'il y a eu des rencontres avec les populations du Nord, avec des populations Peuls, sans qu'on ne puisse stigmatiser les Peuls comme s'ils étaient à la base de cette histoire. Quand je prends l'islam, pour ce que je connais, la vie est sacrée. Je pense que nous devons épargner la vie des citoyens. S'il y a des difficultés, on les expose, on en discute librement pour chercher ensemble les solutions. Et les partis politiques doivent intégrer également ces préoccupations dans leurs projets de société pour rassurer ces électeurs, pour leur montrer que l'État ne les a pas oubliés, que le pouvoir ne va pas les oublier. Est-ce que vous voyez que les partis politiques sont préoccupés par justement ces questions sécuritaires? Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'attendrai quand les programmes seront diffusés. Vous êtes observateur de la vie politique? Je suis observateur, mais je ne pense pas que les programmes soient déjà diffusés par rapport au projet de société, puisque nous n'avons pas encore de candidats annoncés. Et c'est par rapport aux candidats annoncés que je pourrais apprécier les projets de société et la crédibilité de ces projets de société. Parce que je ne suis pas de dire je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça, pour que cela devienne une réalité. Il faut voir si cela peut être fait, dans quelles conditions cela peut être fait, parce que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Est-ce que pour des questions d'insécurité, il peut arriver que les élections générales soient repoussées? Les élections générales ne peuvent pas être repoussées puisque l'insécurité n'est pas totale. L'insécurité concerne une zone déterminée. Vous savez, depuis quand le djihadisme sévit au Mali, ça va depuis plus de 7 ans. Si on doit attendre que la sécurité soit rétablie, on ne fera pas des élections peut-être dans 10 ans. On évoquera toute cette question d'insécurité. Quel est le pays où il n'y a pas d'insécurité? Il y a des degrés d'insécurité. Je ne pense pas qu'on puisse dire, parce qu'il y a insécurité, il n'y aura pas d'élection. Même quand vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas dire, il y a insécurité, je vais rester au pouvoir. Vous devez prendre les mesures pour créer les conditions de sécurité afin que les élections aient lieu à terme échu. Et même quand l'intégrité territoriale est menacée? L'intégrité territoriale est menacée. Nous avons des forces de défense pour garantir cela.
Regardez par exemple, les États-Unis ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. La seule entorse qu'ils ont eu à faire à leur constitution, pas à leur constitution, à leur tradition, Oui. c'est que le président Roosevelt a eu à effectuer 4 mandats parce que il est rentré au pouvoir en 1932, son pouvoir a été renouvelé en 1936, il y a eu la guerre, on a dû le reconduire quand il a fini en 1940. En 1941, il a été reconduit, il devait finir en 1944, mais il est mort en temps. Mais une fois que Truman, qui est son vice-président, est devenu président, la Constitution a été amendée aux États-Unis, où on y a intégré la limitation à 2 du nombre de mandats. Sinon, c'était une tradition, ce n'était pas écrit dans les textes. C'est le premier président, George Washington, qui a refusé de faire un 3e mandat et cette tradition a été respectée. Mais ce n'était pas écrit dans la Constitution. Donc c'est à partir du cas de Roosevelt qu'il y a eu cet amendement qui a inscrit qu'aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Et malgré la guerre, il y a eu des élections. Vous prenez la Grande-Bretagne, pendant la guerre, il y a eu des élections en Grande-Bretagne et pourtant la Grande-Bretagne était impliquée, à mon avis, dans ce conflit. Il faudrait voir si l'insécurité concerne l'ensemble du territoire. Là, c'est une situation exceptionnelle. Mais ce n'est pas parce que ça concerne une partie du territoire qu'on va dire qu'il n'y aura pas d'élection, parce qu'à cette allure, on ne fera jamais d'élection. Parce que l'insécurité est une réalité également et de la vie. Vous prenez un pays comme la France, qui est un pays apparemment sûr. Je vois que vous entendez de temps en temps parler des insécurités, des attentats et qui se font. Est-ce que cela empêche les gens d'aller travailler? On prend des mesures pour garantir la sécurité des gens, pour réduire l'insécurité. On y travaille. Et s'il y a un consensus à ce niveau, il ne devrait pas avoir de problème, à mon avis. La preuve, en 2018, il y a eu des élections au Cameroun, malgré la guerre qu'il y a dans l'extrême nord, malgré la guerre qu'il y avait dans le nord-ouest, malgré la guerre qu'il y avait également au sud-ouest au Cameroun. Et actuellement, on prépare l'élection présidentielle qui est censée avoir lieu au mois d'octobre. Et je n'ai pas encore entendu dire que les élections ne pourront pas avoir lieu. Quand je suis allé au Cameroun pour l'Union africaine, nous avons rencontré le Conseil constitutionnel, nous avons rencontré l'ECAM, qui est leur commission électorale. Nous avons rencontré des personnalités, des candidats. Ben, chacun se prépare déjà pour la campagne. Vous avez entendu parler de Kanto, qui veut être candidat et qu'on a empêché de faire ce meeting à Douala, qui est revenu à Yaoundé. Oui. Mais nulle part, il a été dit que les élections n'auront pas lieu. Oui. Et malgré cela, et malgré l'insécurité qui y règne. À mon avis, ce ne sera pas une raison. J'espère que le Bénin ne sera pas envahi par le virus de l'insécurité au point de ne pas pouvoir organiser des élections. Il y a tout de même voilà, cette question des propos tenus par l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Il a été rappelé et par la suite, suite donc, aux propos tenus par le général Tiani, l'ambassadeur sera remplacé et tout cela. Comment appréciez-vous justement cette actualité? Écoutez, je ne suis plus aux affaires. Je pense que l'ambassadeur ne va pas représenter son pays pour défendre son point de vue, mais il doit défendre les intérêts de son pays. Lorsqu'il est ambassadeur, il est payé et pour ça. S'il a commis une faute, je pense que... Vous avez suivi ses propos? Oui, ce n'est pas à un ambassadeur d'aller demander pardon. C'est peut-être s'il y a une faute, il faut que la faute soit d'abord reconnue par le pays concerné. Et je ne pense pas que le gouvernement béninois ait reconnu avoir commis une faute. Dire qu'il y a qu'on présente des excuses, ça veut dire qu'il reconnaît que le Bénin a commis une faute, ce qui n'est pas la position de son gouvernement. Ça, déjà, c'est une erreur, à mon avis. Il n'est pas là pour aller exprimer son point de vue, il est là-bas pour aller défendre les points de vue du gouvernement qu'il représente. Très bien. Et donc, la meilleure solution, c'est de le sauter. Mais vous n'avez pas fait votre travail. Pourquoi est-ce que je vais vous garder? Je vous envoie m'acheter du riz, vous allez m'acheter du maïs. Je vais dire, bon, je vais accepter parce que vous m'avez acheté du maïs. C'est parce que je vous ai commandé ça. Voilà. Professeur Théodore Oulot, vous savez qu'il y a eu un changement dans l'un des pays voisins au Bénin. Il s'agit du Togo avec la modification constitutionnelle. Et donc, il y a eu un nouveau président. Tout de même, ce qui est nouveau,
c'est le président du Conseil donc, des ministres. Comment appréciez-vous justement ce qui s'est passé au Togo? Écoutez, le Togo est un État souverain. Oui. Le Togo peut changer de nature de régime. Ils sont passés d'un régime présidentiel, d'un régime semi-présidentiel, à un régime parlementaire. Le régime parlementaire en soi ne pose pas de problème. La démocratie, la grande démocratie des temps modernes, c'est la démocratie, c'est la Grande-Bretagne, qui est quand même qui a un régime parlementaire. Je vous rappelle que l'Allemagne a un régime parlementaire, ce n'est pas le président. Et en Grande-Bretagne, ce n'est pas le roi qui gouverne, mais c'est le Premier ministre qui a la majorité au Parlement. Donc le régime parlementaire est un régime démocratique. Il appartient au peuple togolais de faire le choix du régime qui correspond à ses aspirations. Je n'ai pas donc à apprécier la nature du régime. On peut peut-être discuter des conditions. Est-ce qu'il y a eu un consensus sur cette C'est justement révision sur cet aspect de la chose. de la Constitution? Mais c'est une question qui concerne le peuple togolais. Je n'ai pas En tant qu'expert, en tant que spécialiste de cette je question. ne suis pas sollicité par les partenaires togolais pour donner mon point de vue là-dessus. Si je suis sollicité par les partenaires, j'apporterai ma contribution pour aider à trouver une solution consensuelle. Et j'aurai tous les éléments du dossier. Je ne veux pas me fonder sur ce que j'entends pour apporter une appréciation, puisque je vous ai dit que par nature, le régime parlementaire est aussi l'expression d'une forme de démocratie. Il y a une actualité qui, certainement, vous l'avez également suivie, mais on voudrait quand même avoir, en tant qu'observateur de la vie politique, on voudrait quand même avoir votre avis sur la question. Il s'agit donc de cette polémique touchant à la fusion entre le PRD et puis donc l'Union progressiste. Quel regard vous portez justement? Je n'ai pas, si vous avez fait attention, Madame Poyon n'a jamais apprécié les décisions de la Cour constitutionnelle de Mme Monsou. Mme Monsou n'a jamais apprécié les décisions de la Cour constitutionnelle présidée par le président Dossou Robert. Dossou Robert n'a jamais apprécié, publiquement en tout cas, les décisions que la Cour que j'ai présidée a rendues. Vous ne m'avez jamais entendu apprécier les décisions rendues par la Cour présidée par Djobonou. C'est une tradition. La Cour a rendu sa décision, je la respecte. Si j'ai des observations, quand je rencontrerai les membres de la Cour, je vais échanger avec eux. Ils vont peut-être me donner des explications qui vont me convaincre, comme je peux aussi leur apporter mon analyse. Mais sans avoir accès à ces éléments, je ne peux pas me mettre à faire des commentaires. Ce n'est pas dans nos traditions. La Cour a besoin de préserver sa légitimité pour être l'organe qui permet de régler par le droit nos différends plutôt que de recourir à la force. Parce que quand la force commence, on ne sait pas quand est-ce que cela s'arrête, il faudra l'éviter. En tant qu'observateur de la fusion? Je suis observateur, mais je suis ancien président de la Cour constitutionnelle et j'ai des obligations de réserve par rapport aux décisions de la Cour constitutionnelle. Et je l'assume. Très bien. Pour le mot de fin, que vous ayez un message à l'endroit du peuple béninois, à l'endroit des acteurs politiques, parce que les élections générales pointent à l'horizon. C'est donc à peu près moins d'un an. Donc, quel est ce message-là que vous avez? Vous savez, quand je prie tous les jours, je demande que Dieu nous aide à préserver la paix qu'il donne à notre pays, qu'il inspire à nos gouvernants et à nos gouvernés l'esprit du dialogue, l'esprit du vivre en commun, l'esprit de tolérance, et que nos difficultés soient résolues dans le respect des exigences de l'état de droit et de la démocratie. Et je demande que Dieu inspire également les membres de la Cour constitutionnelle pour qu'ils, par la crédibilité, l'impartialité, la légitimité de leurs décisions, ils contribuent à la préservation de la cohésion nationale, de la paix sociale et de la stabilité des institutions de la République. Et je confie également le président de la République à Dieu pour que sa gouvernance, par sa légitimité et sa qualité, contribue également à la préservation de la paix, de la cohésion nationale, de la paix sociale et de la stabilité des institutions de la République. Rien ne vaut la paix et nous devons travailler pour préserver la paix. Nous pouvons ne pas avoir la même opinion sur des choses, mais c'est le dialogue qui nous permet de voir où est le sens commun de notre intérêt. Voilà pourquoi, quelquefois, on dit que le consensus est nécessaire pour que chacun se sente concerné. Et comme on le dit souvent, la démocratie n'est la loi de la majorité que dans le respect des droits de l'opposition.
Ce qui veut dire que les droits de l'opposition doivent aussi être respectés. C'est en cela que nous avons un statut de l'opposition qui non seulement a le droit de critiquer, mais surtout de faire des propositions alternatives pour éclairer l'opinion publique afin que les citoyens puissent faire leur choix en ayant des informations crédibles. Et les partis politiques doivent contribuer à l'animation de la vie politique, contribuer à l'expression du suffrage. Tout ceci suppose qu'il y ait des échanges, il y ait des dialogues. Que nous vivions dans un pays de paix, il ne peut pas y avoir de développement quand le pays n'est pas en paix. Aucun investisseur ne viendra mettre son argent dans un pays pour créer les conditions d'un mieux-être s'il n'y a pas la paix dans ce pays. Nous devons éviter des conflits parce que quand les conflits commencent, on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Vous avez vu la Côte d'Ivoire depuis soit 1958 jusqu'à pratiquement en 2010, et c'était la stabilité, c'était la paix. Mais depuis qu'il y a eu la crise, vous voyez les tensions que connaît la Côte d'Ivoire. Nous avons eu le malheur d'avoir vécu l'instabilité avec des coups d'État depuis notre indépendance. Mais depuis qu'il y a la conférence nationale, qu'il y a le dialogue, un président en fonction peut faire les élections et partir et mener une vie décente. Kérékou a été battu en 1991, il est parti. Mon président a été battu en 1996, le président Soglo. Nous sommes partis et la vie continue. Les présidents qui sont arrivés sont allés aussi au terme de leur mandat. Quand ça a été renouvelé, ils ont été reconduits. Et après, ils sont partis. Nous avons un statut des anciens présidents de la République qui leur garantit une vie décente après le pouvoir. Donc le pays est en paix et chacun se sent heureux de vivre au Bénin. C'est cela que nous devons laisser comme héritage aux jeunes générations qui doivent travailler à préserver. Et cette paix, la violence détruit un pays et ce n'est pas facile de reconstruire un pays qui a été détruit. Donc mon message est un message de paix, de dialogue et de tolérance malgré nos différences qui sont inhérentes à la nature humaine. Il ne faut pas penser la même chose, mais nous voulons tous, à notre manière, l'intérêt de notre pays. Très bien. Merci de nous avoir reçus, bien évidemment, de répondre à nos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de nos discussions avec notre personne ressource. Vous savez désormais ce que pense l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Ollot, également sur des questions touchant aux relations internationales, donc à la diplomatie et tout ceci. Nous allons vous retrouver très incessamment pour un autre numéro de Matin Libre Politique sur Matin Libre Télévision. D'ici à la portez vos biens à la suite sur notre plateforme digitale.